Donc, je vous remercie de cette longue réponse. Et vous parlez d'armes de distraction massive. Alors, c'est un côté que j'aime bien dans vos livres, c'est que vous êtes assez militant. Enfin, alors, est-ce que je me trompe? Non, 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 J'ai je sais pas, l'impression mais... que il y a un désir aussi de changer quelque part les choses, enfin, ou de ouais. dénoncer certaines dérives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je vois deux questions dans ce que vous me dites. D'une part, une sorte d'attitude générale, d'implication, d'engagement, voilà, parler de militantisme. Euh, et il y a l'autre question qui est les armes de distraction massive. Donc je vais peut-être les distinguer. D'abord, généralement, enfin, moi, que ce soit lorsque j'enseigne ou lorsque je fais des articles ou des livres, je trouve que à la fois il y a des choses merveilleuses dans le monde dans lequel je vis qui me semble ne pas recueillir assez d'attention. Et ma fonction principale, c'est d'essayer d'aider les autres à découvrir ces choses merveilleuses qui se font et dont on gagnerait à avoir connaissance. Ça, c'est le côté positif qui m'intéresse beaucoup C'est un plus que le côté, partage. voilà, de partager. Hein. Moi, j'ai la chance voilà, d'être payé pour faire ce qui s'appelle la recherche, à savoir pour lire, pour essayer de trouver des trucs intéressants. Et donc, ce que je peux rendre à la société, puisque c'est les impôts qui payent voilà, mon salaire en fin de mois, c'est de dire, ben voilà, je cherche et je trouve des trucs merveilleux et j'ai envie de les partager avec vous. Donc j'essaye de les présenter, de les résumer. Et voilà, il me semble que ce que je fais la plupart du temps, c'est ça. C'est une sorte de passeur, ou d'essayer de dire, ben voilà, je cherche des trucs, j'ai trouvé une belle récolte de choses, je fais un livre pour vous dire qu'il y a ces choses-là intéressantes, ça vous pouvez aller voir vous-même. Donc ça, c'est pas de la dénonciation, c'est pas de la critique, mais c'est pour moi, c'est plus important même comme militantisme ou comme engagement, c'est de dire, beaucoup de problèmes contemporains viennent de ce que on concentre notre attention sur des choses qui la piègent. Par exemple, quand on parle de terrorisme, enfin, moi, je regarde les nouvelles du soir et 80%, j'ai envie, mais vraiment je sais pas, je suis pas un type violent, mais je suis profondément irrité par le choix des journalistes qui nous parlent de ces conneries-là, qui soit existent et sont importantes, mais nous rendent impuissants, parce que, ben voilà, je veux dire, il y a une rivière qui s'est débordée quelque part, puis qui a mis de la boue dans la cave des gens, et ben c'est triste, je suis pas content pour les gens, ça me fend le cœur, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Soit on réfléchit aux digues, on réfléchit à où on construit des maisons, etc. Mais en général, on n'a pas le temps, c'est juste pour dire, voilà, tel et tel s'est fait, sa maison est pleine de boue, et on se sent tous mal, et on se sent tous un petit peu menacés. Et ça mène à rien. Il me semble, une des choses politiquement importantes, c'est de dire à quoi faisons-nous attention. Là, c'est l'attention collective dont je parlais tout à l'heure, hein, avec les médias. Et moi, mon petit rôle là-dedans, mon petit média avec mes petits articles, c'est de dire, si on fait attention à ces choses-là, peut-être qu'on va pouvoir en retirer de la puissance d'agir, de la joie, des choses. Donc, je dirais d'abord ça. Après, on dit dénonciation. Oui, en même temps qu'il y a des choses que j'ai envie de faire découvrir, il me semble qu'il y a des choses qui font obstacle à la découverte de ça. Donc là, de temps en temps, je me permets de critiquer un petit peu. Mais j'essaye de ne pas jouer là-dessus parce que, il me semble, là, de nouveau, si on revient avec Tard, c'est toujours cette histoire de contre-imitation. À savoir, dénoncer, c'est se situer par opposition à ce qu'on dénonce. Et là, pour moi, c'est déjà une défaite. Parce que moi je me rappelle quand j'étais dans les années Sarkozy, moi je ne suis pas vraiment sarkozyste, donc plein de choses que faisait Sarkozy m'agaçaient, mais ça m'agaçait encore plus qu'on parle toujours de Sarkozy pour le dénoncer ou pour lui taper dessus. Il me semble que ça nourrissait la machine Sarkozy de se moquer de lui, de faire tout ceci. Que la pire chose qu'on puisse faire si on est anti-Sarkozy, c'est ne pas parler de Sarkozy. Et donc, publicité. Voilà, il n'y a pas de mauvaise publicité, on dit, parce que, et pour la politique c'est ça, plus on parle de vous, on voit bien avec Le Pen et compagnie, même s'il dit des choses sur les chambres à gaz, etc., le fait, on parle de Le Pen. Et c'est exactement ce qu'il veut. Et il passe pour une sorte d'opposant, etc. Donc, à mon avis, la meilleure chose qu'on peut faire avec Sarkozy ou Le Pen, c'est de ne pas en parler, parce qu'ils se nourrissent de ce qu'on dit, même de ce qu'on dit pour les dénoncer, et de regarder les causes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui votent Le Pen? Donc là, c'est très intéressant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler du Front National, mais on peut le regarder différemment. Donc, moi, je ne suis pas pour la dénonciation ou la critique, c'est pas mon truc. Je me méfie beaucoup de la critique. Là, il vient de sortir une revue, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est très bonne par ailleurs, c'est des amis à moi et je trouve très très bien, qui s'appelle la revue du Crieur. Ça vient de sortir en France, en premier numéro, c'est les éditions de La Découverte et Mediapart, qui ont sorti une revue, 3 fois par an, je crois, et c'est très beau. Et donc, bravo les gars, c'est génial de faire une nouvelle revue, elle est très riche, il y a plein d'articles superbes, et là-dedans, il y a 2 articles où ils critiquent
Alors c'est vraiment une sorte de dénonciation pour le coup de qui c'est Marcel Gauchet, un philosophe, et celui qui fait son université populaire à Caen. Michel Onfray. Voilà, Onfray. Et Onfray m'agace. Marcel Gauchet, je n'ai pas particulièrement de... Voilà, je trouve des fois il dit des choses intéressantes, des fois ça m'agace un peu. Mais il me semble que faire un premier numéro de revue pour dénoncer Onfray et dénoncer Gauchet, les gars, faites un numéro de revue où vous parlez de quelqu'un que vous aimez dont on ne parle pas. Moi, je ne comprends pas du tout cette attitude-là, de nouveau. Donc, j'essaye de ne pas jouer ce jeu-là. Donc là, j'ai repris un terme, je reviens à votre question sur arme de distraction massive. C'est pas moi du tout qui ai inventé ça, arme de distraction massive, ça circule, Le je sais terme plus d'où ça vient. est Voilà. Donc moi je le reprends. bien tourné. Voilà, voilà. Et effectivement, c'est une belle trouvaille, donc je le reprends, mais j'en suis pas du tout l'auteur. Et là, ça s'inscrit dans tout un courant critique, hein, c'est ce qui s'appelle la théorie critique autour de l'école de Francfort, c'est dans la deuxième partie du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale. Des gens comme Adorno, des gens comme Oppenheimer, des gens comme... alors après, il y a Habermas qui en est sorti, etc. Mais il y a tout un courant philosophique par ailleurs très beau et très important et voilà, que je chéris aussi pour plein d'autres raisons, mais qui s'est spécialisé, disons, dans la critique de la culture de masse. Et à la fois je suis tout à fait en accord avec eux, à savoir il y a quelque chose de nauséabond et de, enfin plus qu'agaçant là pour moi, de révoltant lorsque je regarde ce qui passe dans les grandes chaînes de télévision ou ce qu'on voit sur les affiches de la grande presse, etc., c'est vraiment révoltant et à vomir. Donc oui, les gars, vous avez raison de dénoncer ça, cette culture de masse, il y a vraiment des choses immondes qui se passent là-dedans. En même temps, si on gratte un petit peu, il y avait une sorte d'attitude méprisante en disant « Moi, j'écoute de la bonne musique et je méprise les gens qui écoutent du rap parce que le rap c'est de la violence, c'est sexiste, etc., etc. » Et là, il me semble que cette attitude-là, elle est devenue intenable. Il y a quelque chose qui s'est développé depuis une trentaine d'années qui s'appelle les cultural studies, les études culturelles, pour montrer que dans toutes ces formes de sous-culture, justement ce que les gens, philosophes ou autres, méprisent un petit peu, en disant c'est simple, c'est violent, c'est crétin, etc., distraction, arme de distraction massive, en fait, quand on regarde, il y a souvent des choses intéressantes. Et même si ce n'est pas des choses qui esthétiquement nous emballent, on ne peut pas condamner comme ça dans l'absolu. Ça voudrait dire 80% de la population sont des crétins. Non, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas des crétins. On regarde, c'est nous. Moi aussi je regarde la télévision, je ne suis pas plus futé qu'un autre. Donc nous regardons des choses. Et dans ces choses-là, la question c'est de se dire à chaque fois, qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent pour que ce soit mieux ? Donc ne pas parler des petites inondations, machin, ne pas parler, à mon avis, du terrorisme, parler plutôt de tel chanteur, même populaire, qui fait des choses intéressantes, plutôt que tel autre, qui est vraiment, voilà, qui répète sans rien rajouter. Et à la fois, donc, je me sens très proche de gens qui parlent d'armes de distraction massive, qui disent qu'est-ce que c'est que la télévision ? C'est une arme de distraction massive. Et en même temps, dans le livre, j'essaie toujours de prendre un petit peu le contre-pied de ça en disant regardons ce qui se passe dans les séries télévisées. Par exemple, c'est très frappant, les séries télévisées, il y a 20 ans, même pas, il y a 10 ans, tout le monde aurait dit « Ah, les séries télévisées, c'est n'importe quoi, c'est la sous-culture hollywoodienne, machin, etc. C'est les telenovelas brésiliens, une sorte de discours généralement méprisant. » Et ça s'est retourné, et en 10 ans, il y a plein d'universitaires qui font des numéros de revue, qui font des colloques sur The Wire, sur je sais pas quoi, Mad Men, etc. Et tout d'un coup, c'est devenu une forme de haute culture. C'était pas nul avant et c'est pas devenu génial maintenant. Il y avait des potentiels dans ce qu'on appelait la sous-culture qui faisaient passer des choses très intéressantes. C'est ce que les cultural studies nous ont amené à montrer. Les gens ne sont pas idiots. S'ils regardent quelque chose, c'est qu'ils y trouvent quelque chose. Et ils ont une capacité d'interprétation qui leur fait ressentir, vibrer sur des choses qui existent pour eux. Et plutôt que de condamner, en disant c'est des armes de distraction massive, demandons-nous de nouveau, comme pour Le Pen, qu'est-ce qui pousse les gens ou nous, de nouveau, qu'est-ce qui nous pousse à des fois vouloir regarder certaines choses. Et l'idée que c'est méprisable, on peut parfois en garder quelque chose, parce qu'il y a effectivement, moi je ne crois pas du tout que tous les produits culturels se valent, il y en a qui sont beaucoup plus stimulants et beaucoup plus émancipants que d'autres, donc là je tiens à ça, à hiérarchiser les valeurs culturelles, les valeurs des objets culturels. En même temps, il faut se méfier de toutes ces hiérarchisations en se disant de mon point de vue, je vois ceci qui a l'air merveilleux alors que ceci a l'air nul. Est-ce qu'il n'y a pas un autre point de vue qui amène à construire que finalement ce qui avait l'air nul, on va y trouver quelque chose, et puis dans ce que je trouvais merveilleux, on pourrait faire mieux, etc. Et donc à la fois de sentir le besoin, de nouveau, de promouvoir positivement ce qui nous nourrit nous, sans avoir l'autre attitude, dire vous êtes des crétins parce que vous regardez ça et que c'est nul. De se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce que moi j'apprécie pas
qui a du prix. Apprécier, c'est donner du prix. S'ils donnent du prix à ceci, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, parce qu'ils ne sont pas idiots. Et donc, essayons de comprendre qu'est-ce qu'il y a qui fait le prix de ceci. C'est pour ça que cette expression d'arme de distraction massive, je la reprends, mais elle n'est pas de moi, et je la reprends avec beaucoup de pincettes, parce qu'elle me semble à la fois très juste et à la fois assez dangereuse. Et est-ce que les masses médias, justement, n'ont pas détérioré cette attention? On en revient toujours Alors à oui, tout à l'attention. fait. Alors de nouveau, c'est très compliqué, à savoir, oui, je crois que massivement, l'époque des masses médias, à savoir début XXe siècle avec la presse, jusqu'à la fin du XXe siècle avec la télévision, l'époque où les masses médias ont vraiment dominé, ce qu'ils appellent masses médias, ont dominé les attentions collectives, c'est une sorte d'énorme tunnel vraiment triste et voilà, moi j'aimerais beaucoup qu'on en sorte. Et au début des années 2000, on a beaucoup cru que Internet allait nous faire sortir de ce tunnel des masses médias. Parce que chacun pouvait poster ce qu'il voulait, il n'y avait plus l'espèce de contrôle, quand même, que ce soit par la censure étatique ou que ce soit par le commerce. C'est très difficile de passer sur TF1, alors que donc, si on pouvait passer que par TF1, l'ORTF ou je ne sais quoi, pour faire passer des images, eh ben, on avait très très peu de chances d'en faire passer. Aujourd'hui, avec YouTube, vous et moi, on peut mettre plein de choses sur YouTube. Donc là, on s'était dit, au début des années 2000, on sort du tunnel horrible du XXe siècle avec des masses médias qui abrutissent tout le monde sous des armes de distraction massive, et on va déboucher sur un nouveau monde promis. En fait, c'est plus complexe, parce que, et sur Internet, des logiques commerciales se remettent en place, qui fait que oui, je peux mettre tout ce que je veux sur YouTube, mais personne ne va les regarder, enfin, à moins de beaucoup de chance. Donc, de nouveau, c'est pour ça que je parle d'économie de l'attention, il ne suffit pas de mettre des choses, il faut aussi avoir les moyens de capter l'attention. Et les masses médias existent toujours comme justement concentrateurs d'attention. Donc même si tout le monde peut faire ce qu'il veut sur YouTube, il se trouve que ce qui se regarde beaucoup sur YouTube, c'est ce qui est promu par Fox News ou par NBC ou par TF1 et qu'on va retrouver après, la plupart du temps sur YouTube, les stars ou je ne sais quoi, qui ont passé par les masses médias. Donc je ne crois pas qu'on soit, comme le disaient même des gens que j'aime beaucoup comme Félix Guattari dans les fins des années 90, je ne crois pas qu'on soit en train de passer dans un monde post-média. Je crois que ce qu'il faut comprendre avec les médias, post-mass média, je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias ne se remplacent pas, ils se superposent. Donc, de même que la presse à imprimer n'a pas éliminé l'écriture, on écrit toujours des listes d'achats, j'imagine, les lettres, je ne sais pas, mais quand on veut acheter des trucs, moi je mets carotte, toujours avec mon bon vieux crayon, mon bon vieux papier. Voilà. Donc, ni la presse à imprimer, ni le smartphone n'ont remplacé certaines choses. On écrit toujours avec du papier. C'est rajouter une couche d'imprimé, c'est rajouter une couche de radio, une couche de télévision, une couche d'internet, etc., sans abolir celle d'avant. Donc là, on n'a pas aboli les masses médias, on a un petit peu érodé leur pouvoir totalitaire grâce à Internet. Et c'est une sorte de lutte pour savoir dans quelle mesure Internet peut continuer à éroder ce pouvoir totalitaire des masses médias, qui est à la fois calamiteux, ça je pense, comme l'école de Francfort, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de calamiteux dans les masses médias. En même temps, si je suis un petit peu du côté de Gabriel Tarde, dont on parlait aussi tout à l'heure, Gabriel Tarde nous dit qu'est-ce que c'est qu'une société? On l'a vu, c'est des gens qui s'imitent. Et c'est ni bon ni bien en soi, c'est ce qui fait société. Et donc là, les masses médias, je crois qu'ils ont une fonction sociale énorme qui est nos vies à l'échelle, d'abord c'était à l'échelle d'un pays, enfin d'une ville, puis d'un pays, puis d'un continent comme l'Europe, maintenant de toute la planète. Nos vies, nos destins sont tellement solidaires, tellement intriqués. On voit s'il y a une crise financière en Chine, et bien ici tout le monde pisse dans ses frocs parce qu'on se dit qu'on ne va plus pouvoir vendre nos trucs, etc. Donc on est tellement liés au niveau massif, au niveau planétaire, que on a besoin de bouger ensemble. Si on ne bouge pas ensemble, il y aura tellement de blocages, de frictions, etc., que ça ne va pas jouer. Et qu'est-ce que c'est que les masses médias? Les masses médias, c'est ce qui nous aide à bouger ensemble, selon ces imitations modes dont parlait Gabriel Tarde. À savoir, tout le monde pense, enfin tout le monde voit certaines stars, donc s'habille comme certaines stars, ou chante comme certaines stars sur toute la planète. Ça nous synchronise, et finalement, fonctionnellement, on a besoin de cette synchronisation, parce que de fait, on est tous interliés. Donc ça, c'est une sorte de rationalisation, ou de rendu compte de la fonction des masses médias, et donc je crois que voilà, c'est pas par hasard que les masses médias sont développées au XXe siècle, en même temps que la mondialisation se mettait, mondialisation se mettait en place. Donc ça, je ne crois pas qu'on puisse vraiment aller contre. En même temps, l'enjeu, c'est d'essayer de minimiser les effets calamiteux
de ces phénomènes d'envoûtement médiatique et de cultiver des alternatives, et individuellement, et collectivement, et politiquement, de se battre contre les effets calamiteux des mass médias en sachant qu'on ne va pas vraiment aller au-delà ou qu'il y a toujours ce besoin de synchronisation qui fait leur force là derrière. Petite